Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Dragon Ball Cast. Et oui, nous sommes très en retard. Pardon, désolé. Donc il s'agit du premier podcast de 2022. Bah écoutez, on va essayer de suivre peut-être le rythme de un par mois. Donc nous allons faire un podcast sur l'arc Great Saiyan Man, enfin qui va sur le tome 36 qui plus est, parce que c'est assez intéressant à analyser aujourd'hui, justement, tout ce qui s'est passé. Et donc, avec moi pour m'épauler, j'ai le cher, l'incroyable, l'indomptable, le redoutable, l'épéiste, le gamer, le docteur Echai. Et bonne année, bonsoir, tout ça. Bah écoutez, bonne année, bonne soirée. Alors nous allons également avoir le Shunen Gohan peut-être plus tard avec nous, donc restez à l'écoute s'il arrive. Si la Belgique décide de nous le prêter, il sera au rendez-vous. Et puis bah du coup on va peut-être commencer un petit peu sur le point actu déjà pour commencer. Vas-y, c'est parti. Eh bien, très bien. Alors que se passe-t-il sur Dragon Ball? Sur Dragon Ball, on a le tome 16 qui devrait arriver bientôt de Dragon Ball Super. Alors, est-ce que tu es à jour sur Dragon Ball Super d'ailleurs? Tu suis ou pas du tout? Alors, je suis à jour au niveau des achats des mangas, mais je suis pas à jour au niveau de la lecture. Alors, ouais, alors moi c'est pareil pour Manga Plus, c'est-à-dire que les 4-5 derniers chapitres, je n'en sais strictement rien. Mais oui, bah effectivement, il va bientôt sortir. Bon, bah gageons que ça sera de bonne qualité, même si je trouve que le déroulement est un peu. Ouais, je sais pas, un peu linéaire. Ensuite, on a toujours sur Dragon Ball Super, on a une hypothétique. Enfin, un hypothétique retour de l'animé. Ah oui, effectivement, avec la fameuse news où on nous a fait savoir que il y aurait quelque chose qui irait avec le film, je crois. C'est ça, on nous a dit que quelque chose d'autre arriverait bientôt. Donc effectivement, on pourrait penser que c'est la série, vu que maintenant le manga est plutôt bien avancé. On aurait envie de croire ça, même si je pense qu'il pourrait l'annoncer autrement, mais peut-être que oui, c'est souhaitable, hein, effectivement. Et nous avons au niveau des jeux vidéo, mais alors là, mon Dieu, quelle nouveauté nous avons eu sur Dragon Ball Fighter Z. Et oui, on a un nouveau perso qui sera jouable, donc numéro 21. Numéro 21. Non transformé de base. Elle était très demandée, ce personnage, ou pas du tout? Je ne crois pas, pas du tout, il me semble. Ouais. Parce que c'est vrai que dans les cinématiques et tout, on la voyait, mais j'avais pas percuté qu'il y avait une telle demande, en fait, sur le personnage sous cette apparence. Bah, à partir du moment où le personnage est modélisé en 3D, pourquoi pas en faire un perso jouable? Après, en plus, ça fait une femme en plus, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, parce qu'à moins de mettre Zangia, c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses, des femmes. Faudrait mettre Lunch, avec des mitraillettes de partout. Ouais, Lunch ça pourrait être marrant. Qui pourrait se jouer à la vampire savior, là, le petit chapeau rouge dans Darkstalker, pardon. Darkstalker. Ah, ça aurait pu être marrant, ça. Mais ouais, bah écoute, Dragon Ball Fighter continue son petit bout de chemin. Pareil pour Xenoblade 2, je crois qu'il y avait eu pas mal de DLC. Enfin, ça fait déjà plusieurs mois, je crois, déjà. Un Xenoverse 2. Enfin, Xenoblade, c'est pas la même chose. Xenoblade, n'importe quoi. Xenoverse 2, bah on a des DLC qui continuent d'arriver, hein, il me semble, hein. Et puis il y a Breakers qui fait apparemment partie, enfin qui est lié à Xenoverse 2. Ah, tiens, je savais pas ça. Ah, mais c'est vrai que Xenoblade 2, c'est l'un des jeux les plus vendus de la saga. Xenoverse. Xenoverse. Putain, désolé. En plus, j'ai beaucoup fait Xenoblade 1. C'est peut-être pour ça. Mais Xenoverse 2, je crois que c'est l'un des jeux les plus vendus de la saga. Bah, c'est un jeu qui est encore suivi actuellement, quoi. Ouais, sur Switch, il s'était extrêmement bien vendu en plus. Ah oui, c'est bien vendu. Et puis ce qui était bien, c'est que, comme on l'avait dit sur un précédent podcast, tu pouvais aussi rejouer les missions du 1 sans avoir le 1, quoi. C'est vrai, ça c'est vrai que c'était un cool comme truc. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de joueurs, s'il doit y en avoir pas mal. Moi, ça m'avait énervé, c'était les trucs de farm et tout, mais ouais, enfin, les farms et tout pour avoir des objets pour chaque mission. Putain, je vais la recommencer combien de temps cette mission? Mais au final, il a eu beaucoup de succès et au final, bah, les gens étaient plutôt contents de Xenoverse. Bah, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que tu as beaucoup de personnages disponibles. L'aventure est quand même assez longue. Ouais, c'est vrai qu'elle est longue. Ouais, puis le plaisir de créer ton personnage, bon... Ah non, ça c'est horrible, ça faut qu'ils arrêtent les éditeurs. Hein. La feature qui est demandée depuis je sais pas combien de temps. Ah non, mais ça, les jeux où tu crées ton personnage, ça j'en ai marre, moi. Moi je veux... Ah, t'es sérieux? Oui, non, je suis vraiment sérieux. Ah, t'es sérieux? Pardon. Ah oui, non, attends. Pourquoi ça t'énerve?
Parce que, en fait, c'est un aveu de fainéantise des éditeurs, quelque part. Tu Alors, trouves? je parle pas forcément pour Dragon Ball, mais t'as énormément de jeux, genre Monster Hunter, des trucs comme ça. Ah, bien Tu dois sûr. créer ton personnage, etc., pour être dans le jeu. Alors que moi, quand j'achète un jeu, bah, je veux jouer une histoire avec un héros, etc. Je veux pas que ce soit moi le héros. Tu Ouais, vois? mais tu trouves pas qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu envie de créer son propre item avatar de Dragon Ball depuis, je sais pas, dès longtemps? Ouais, mais Ah, oui, ah, moi, ça c'est autour, bien. Pour Dragon Ball, c'est bien, tu vois. moi, autour de moi, j'en ai plein qui veulent créer Moi, je m'étais créé une sorte de Tenshinhan et tout. Bon, pas l'identique, évidemment. Mais ouais, j'étais content de ça, quoi. Après, bon, il faut pas non plus que ça tourne autour de ça, bien sûr. Après, je pense que c'est un peu limité parce que tu peux pas vraiment faire tout ce que tu veux non plus. Ah, c'est complètement. Mais ouais, c'est marrant pour ceux qui veulent se créer un avatar dedans, ou même plusieurs avatars dans l'univers de Dragon Ball, quoi. Ah, moi, c'est ce que j'adorais faire dans Soul Calibur. Allez, hop, j'avais mon personnage et mon armure, mon truc et tout. Et puis, hop là, en avant. Enfin, après, ça dépend des jeux, ou peut-être. Moi, Soul Calibur, c'est une feature que je ne peux pas imaginer sans maintenant, Soul Calibur. Ça commence à partir duquel? Soul Calibur, c'est à partir du 3, je crois. Du 2 ou du 3, je sais plus. Ah, ça, du 3 parce que du 2, j'ai pas le souvenir, hein. Ouais, alors ça doit être le 3 sur PS2, ouais. Ah putain, le 3. Oh, j'avais créé Raid de Octonoken en plus dans Soul Calibur 3. Il y avait un gars qui avait des coups aériens, c'était tellement Raid, c'était génial. Ah putain, que de bons souvenirs. À la limite, tu vois, dans le jeu Captain Tsubasa qui était sorti l'année dernière, Ah oui, c'est vrai, tu pouvais faire ça. tu pouvais faire des persos et puis. C'est Alors vrai. moi j'ai un principe de base. Ouais. Quand tu crées un perso, tu pars sur une base de faire un perso Giscard à la base. Et en général, tu trouves des éléments qui te ramènent vers une autre idée en fait au final. C'est quoi des personnages Iskar? Bah Giscard d'Estaing, Ah! tu pars pour faire le personnage le plus dégueulasse possible. Ah oui, d'accord. Et après, Ah avec oui. des éléments que tu trouves un peu à droite, à gauche, tu te retrouves avec un personnage qui veut rien dire du tout et tu le mets sur le terrain de foot et c'est toujours garanti, hein. Ah bon, en ligne, ça doit être trop marrant ça. Ah, excellent. Putain, bien joué. Ah, tu m'as eu, j'étais pas prêt. Ouais, bien joué. Oh, ça va être dur d'enchaîner avec ça. Et sinon, comme autre news, bah évidemment, le coffret Blu-ray des films. Alors, le prix nous a tous surpris. Que ça rime. Il est de quoi? De 64 €, je crois. Tous Alors, les films compris. sachant qu'il y a une promo sur un certain site Qui commence par un A et qui se commence termine par par un N. Alors, je regarde s'il y a encore la promotion, bien sûr. Qu'on vous dise pas que. Il y a encore la promotion à 49,95, voilà. Au lieu de 49. 49,95 au lieu de 59,95. Voilà, Ah oui, vous avez 17% de remise. Ah oui, effectivement. Oh, je l'ai pas précommandé. Il sort quoi, en mars? Il sort, bah, je vais vous dire ça tout de suite, mon cher ami. Vous allez le recevoir le 1er ou le 2 avril. Ah, en avril. D'accord. Bon, bah écoutez. Donc voilà, si vous voulez le précommander, pour info, à l'heure où on crée ce podcast, Berserk, le dernier tome, n'est plus possible. Il n'est plus possible de le précommander. La demande est déjà usée. C'est ce qui est assez dingue. Donc on verra bien. Mais en tout cas, oui, le prix est assez attractif, en dépit de la cover que. Voilà quoi. Mais. Après, bon, on peut discuter un petit peu vite fait de la cover, mais je pense qu'on fera un podcast dessus. Oui, on essaiera peut-être de faire là-dessus. On fera un débrief de tout ça. Bien Parce que sûr. moi, bon, même si c'est censuré, je pense que je le prendrai quand même, Oui, moi parce aussi. qu'il y a quand même GT dedans. Oui, c'est vrai. Et on n'a aucune info sur GT par exemple. Je sais qu'il est disponible en ce moment sur. Enfin, GT est en ce moment en VOD sur. Enfin, sur la Freebox avec peut-être Game One ou je sais plus quel. Peut-être OCS ou un truc comme ça. Ouais. Et c'est la version SD qui est proposée dessus. Par contre, le film 11, donc le Bio Broly, était disponible donc en HD et en version censurée. Voilà. Censuré. Voilà ce qui peut nous attendre, effectivement. Bon, moi j'aimerais bien personnellement trouver quelqu'un qui me fasse un beau fourreau sur le film, parce que c'est vrai que c'est encore cet illustrateur, ce tâcheron que j'aime pas du tout, là, qui officie un peu pour l'international, j'ai l'impression, mais il n'est pas très bon. Après, on peut toujours se dire qu'au Japon, les derniers, le box movie japonais, bah, les illustrations de Yamamuro n'étaient pas spécialement. Non, ils étaient pas ouf, hein.
Surtout celle de Tapion. Tapion, c'était une véritable honte. Oh là là. Ah, mais ce downgrade. Enfin, après, peut-être que c'est ce qu'on lui demande de faire, ce type d'illustration, j'en sais rien. Mais ah oui, je trouve ça vraiment, ça donnait vraiment pas envie. Habituellement, au Japon, on dit toujours, ah là là, ils ont de meilleurs covers que nous. Mais bon, oui, c'est encore le cas au Japon. Je préfère quand même les covers qu'ils ont au Japon que ce qui a été, le visuel qui a été indiqué. Mais ouais, c'est quand même pas top, quoi, dans les deux cas. Après, pour des Blu-ray japonais, c'était quand même assez pauvre Ah oui, oui. En termes de contenu bonus, etc. etc. Contenu, par rapport à Toei, ça me choque pas. Moi, j'ai le Blu-ray japonais des films Sanseiya. Pardon, mais c'est vrai que c'est un peu la même chose. C'est assez pauvre. Il y avait juste, si ce n'est qu'il y avait une interview de Yamauchi, Trofoya et Keiko Han, la voix d'Athéna. Mais c'est vrai que c'était assez pauvre. Là, peut-être qu'on n'avait pas ça pour Dragon Ball, on n'avait pas d'interview d'un des réalisateurs. Est-ce qu'ils ont mis le Sanseiya History qui était disponible dans le DVD du Tenkaichen? Sanseiya History, je me rappelle plus. Je l'ai en plus ce DVD. C'est quoi déjà? C'est une présentation à la fois de la série et du, Ah non, ils l'ont pas mis. Non, du film. Et tu sais, ils sont dans un cinéma, une espèce de cinéma là. Non, effectivement. C'est vrai que je l'ai sur DVD, ça, mais ça fait 15 ans que je l'ai pas revu. Putain, waouh. Mais non, ça y est pas dans le Blu-ray, je te confirme. Ok. Bon. Eh ben écoutez, maintenant que nous avons terminé le point news, nous allons pouvoir commencer donc sur l'arc Great Saiyan Man. Eh ben écoutez, roulement de tambour, jingle, que peut-être que je mettrai, je ne sais pas. Mais voilà, bah écoutez, nous arrivons vers une période assez délicate, effectivement, pour le manga, parce que si vous, chers auditeurs, vous connaissez un petit peu Dragon Ball, vous savez que cette partie, elle n'a pas très bien fonctionné au Japon. Si on en croit les chiffres du Weekly Shonen Jump, effectivement, Dragon Ball était en perte sur cette partie. Et pourquoi il était en perte? Eh bien, écoutez, c'est une partie où Sangwan justement est le héros. Alors déjà, peut-être juste pour savoir, vous, Dr. Ishii, le tome 36, parce que ça couvre un tome en fait, cet arc, on peut le dire. Qu'est-ce que vous en avez pensé à l'époque? Alors le tome 36, moi je l'ai pas eu tout de suite, hein. Moi j'ai vraiment découvert avec les épisodes animés. Donc moi c'était en 94 à l'époque. Donc suite du Cell Game, suite du tournoi de l'autre monde. Bien sûr, il y avait aussi les Dorothée Magazine et les magazines de jeux vidéo qui en parlaient à l'époque. Donc il y avait beaucoup de posters, des trucs comme ça, il y avait beaucoup de suppositions, et puis il y avait aussi DBZ Butoden 3 qui arrivait. Ah oui. Et qui nous spoilait quelques trucs comme ça. Notamment Goten. Moi je crois que c'est comme ça que j'ai appris l'existence de Goten au vite fait, quoi, avec des cartes Goten, et avec le jeu. Goten et surtout Majin Buu, quoi. Majin Buu. Je crois que les premières images que j'avais vues de Butoden 3, tu avais Majin Buu dedans, quoi. Et voilà, c'est qui ce méchant? Ouais. Alors moi, j'ai longtemps cru, d'ailleurs, petite anecdote personnelle, j'ai longtemps cru que Babidi était que Majin Buu était une transformation de Babidi à cause de Butoden 3. Voilà. Bon, riez de moi, messire, mais effectivement, Butoden 3, c'était assez curieux pour moi. Ouais, avec la petite intro au début, ouais. Ouais, c'est vrai que c'était assez trompeur. Et donc, effectivement, dans Dragon Ball, le tome 36, déjà, il y a une note du narrateur. Alors, c'est très rare, mine de rien, la narration où c'est le narrateur qui parle dans le manga. Donc là, pour dire que la paix est revenue, mais que malgré tout, quand l'homme se laisse aller, eh bien, ils deviennent des abrutis. Donc, des mots assez crus, finalement, pour parler des êtres humains. Donc, c'est assez étrange. Et au final, on nous présente un Gohan fraîchement, qui va à l'école, qui a 16 ans désormais, qui ne ressemble en rien à Son Goku finalement dans sa coupe de cheveux. Enfin, on se doute. Et c'est aussi le retour de Kinto. Eh oui. Oui, donc Kinton, le nuage magique. Pardon. Et donc on a une coupure de 7 ans entre les deux arcs, hein, Tout à fait. entre la victoire de Mister Satan. Oui. Et ce nouveau chapitre. Donc, comme tu disais, Gohan devient le héros, le personnage principal, parce que Goku n'est plus là, forcément. Eh oui. Et donc, on va suivre les nouvelles aventures rocambolesques de Gohan au travers de sa vie de lycéen. Exactement, alias le guerrier mystérieux doré. Et oui, parce que dès qu'il arrive en ville, il est confronté à 2-3 malfrats, et Gohan va commencer donc une carrière de justicier de manière totalement involontaire, quoi. À la base, il était juste là en mode ninja
pour faire arrêter les voleurs là qui étaient qui étaient en train de dépouiller la banque. Tout à fait. Et après il s'est rendu compte que ça serait mieux qu'il soit masqué pour faire ça. Et oui, bien joué. Et ce qui va nous arriver, parce qu'on le sait tous que Toriyama, c'est un grand fan de super-héros. Déjà dans Dr. Slump, il y avait Superman, il y avait bien d'autres références aux super-héros. Et puis, effectivement, de Sentai, voilà, comment ça s'appelle? Ah putain, pas de Sentai, mais comment il s'appelle ce super-héros? Ultraman, voilà, c'est ça. Ultraman, ouais. Ouais, Ultraman. Et donc là, on va arriver vers vraiment un schéma très Superman, puisque, voilà, Sangwan va avoir sa double identité secrète. Et il y a même un petit côté Kamen Rider à son costume. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On avait déjà parlé effectivement, de cette ressemblance entre Kamen Rider et Great Saiyan. Donc déjà sur les bottes, on peut voir que oui, les bottes, ça fait largement, bah, sont les bottes des Saiyans, quoi, tout ça, enfin de la combinaison Saiyan de Vegeta, quoi. Et donc le tour de force aussi sur cette partie, c'est que ça nous introduit 3 nouveaux personnages. Alors le chiffre 3 dans les trios chez Toriyama, finalement, on voit ça assez souvent. Bah oui, parce qu'on avait vu tout début Dragon Ball, on avait Goku, Bulma et Oolong. Tout à fait. Ensuite, on a eu Gohan, encore Bulma et Kulinin. Oui, sur Namek, ouais. Et au 21e Tenkaichi Budokai, on peut dire qu'il y avait Goku, Yamcha, Kurin, peut-être, je sais pas. Au 21e Ah oui, non, ils étaient peut-être pas. Ouais, non, peut-être 22e à la rigueur, même si on peut compter Jackie Chun. Ouais, non, ça marche pas, pardon. Non, après t'en as un autre dans GT, donc Pan, Oui. Goku et Trunks. Un trio qui fonctionnait plutôt bien d'ailleurs. Oui, ouais, je pense qu'ils ont repris l'idée comme ça, quoi. Oui, il y a souvent des trios dans Dragon Ball si vous vous amusez à regarder. Par exemple, dans le vaisseau de Babidi, on peut exclure vraiment Kaiochin. Pour moi, c'est vraiment Sangohan, Sangoku et Vegeta, par exemple. Donc ça marche vraiment souvent par trio. Tout comme les ennemis marchent souvent en duo aussi. Et donc, là, le trio qui est introduit, c'est Gohan, Goten et Videl. Bien joué, évidemment. Bien joué, tu nous l'as bien fait, parce qu'on a tous pensé à Trunks. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça, c'est totalement ça. Ouais, Trunks, il est un petit peu à part. Trunks est un petit peu à part, vu qu'il est avec son frère, et c'est vrai qu'il n'y a aucune... on voit pas, en fait, Trunks, Goten et Trunks, Goten et Gohan ensemble, finalement. Non, on les voit pas s'amuser ensemble, ni s'entraîner, ni quoi que ce soit, ni s'amuser. On n'a pas cette tranche de vie de la part de Goten et Trunks. Tout à fait. Ils sont présentés ensemble par le nouveau générique aussi de Dragon Ball Z. Très très beau générique. Et effectivement, bon, ils ont très peu d'interactions tous les trois ensemble. Si ce n'est que Goten et Trunks, ça va devenir le duo inséparable et qu'on connaît par la suite, bien sûr. Oui, des personnages importants à partir du tome 40. Oh oui. Et comme tu dis, donc à partir de l'épisode 200, on a un nouveau générique un nouvel opening, un nouvel ending, des nouveaux eye catch, et aussi une nouvelle musique de résumé d'épisode précédent. Oui, il était temps. Le high catch aussi, il était temps, cela dit. Oui, il était temps, oui. Ah oui, non, le high catch, à la partie à l'Arc-Cell, tu voyais encore Gohan enfant, tu disais, enfin un tout petit, pardon. Ouais, j'ai jamais compris pourquoi. Alors qu'avec Dragon Ball Kai, ils ont fait le contraire, et là par contre, ouais, bof. Et qu'est-ce que tu as pensé, enfin, quelle était ta réaction à l'époque quand tu as entendu ces nouvelles musiques? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu as fait gaffe Ah oui, au premier coup? Est-ce que tu t'en es Ah rendu oui. compte après ou... Bah, moi, je trouvais déjà que, à partir de, en fait, pour moi, je vais être très clair sur cet arc-là, donc Majin Buu, Christian Man et tout, je trouvais vraiment que l'équipe s'était renouvelée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Olivier Falex il y a sur un podcast une fois auquel j'avais participé avec lui. Mais c'est vrai que Dragon Ball, ils avaient vraiment renouvelé leur équipe. Et puis là, tu voyais vraiment une uniformisation graphique qui était beaucoup plus importante. Et au niveau musique, moi, j'ai trouvé assez cool. J'ai trouvé vraiment très cool, très sympathique ces musiques. Il y en a beaucoup qui sont inédites, enfin qui sont créées spécialement pour la série, et d'autres qui proviennent du 9e film de BoJack qu'on va découvrir. Après, évidemment, j'ai découvert le film BoJack. Après, je fais ah, c'est de là d'où venait cette musique. Mais globalement, oui, les musiques liées à cette partie-là, elles sont vraiment très sympathiques, très mélodieuses, et elles s'accompagnent plutôt bien les exploits de Gohan, ouais.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que les musiques du film 9, tu les entends en fait beaucoup sur le tournoi en fait. Ah oui, beaucoup sur Takaichi Budokai. Plus sur le tournoi que dans les épisodes de Great Saiyaman en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elles sont pas arrivées tout de suite, ouais. Mais là, effectivement, ah bah la musique du tournoi de film BoJack, ah bah on va la réutiliser à foison, tiens. Mais au final, ça allait tellement bien avec. Même, je trouve que l'ambiance de cette fameuse musique qui accompagne le début du film de BoJack, elle est excellente cette musique. Très festif. Mais ouais. Et toi, t'en as pensé quoi de cette musique du coup? Bah moi au début j'ai pas fait attention, enfin et puis après je me suis dit, ah ouais il y a quand même une différence. Il y avait une nouvelle orchestration, une nouvelle composition. Et en fait, j'avais l'impression que c'était les anciennes musiques, mais un peu changées. Ah Et ouais? au final, ouais, parce qu'en fait, quand tu regardes bien le thème de résumé, c'est à peu près la même chose, mais en fait, non. Ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, l'autre c'est le Shala et Chala, et là c'est le We Got a Power en fait. Ah ouais, Il me semble. ouais, bien sûr, c'est ça, mais c'est vrai que j'avais jamais fait de rapprochement entre les deux thèmes. Pour moi, ils étaient tellement différents. D'accord. Parce que t'en as un qui fait tin Tin, tin tin tin, tin, tin. tin, nan, nan. Pam, 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 pam. Ah putain, ce thème. Oh, qu'est-ce que je l'ai fredonné. Ah là là. Mais c'est pour ça que même quand tu vois les résumés d'épisodes dans Dragon Ball Z, tu faisais ce thème, il est magique. C'est ça, parce que Mais c'était. Franchement, c'est vraiment astucieux. Bon, nous, aujourd'hui, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment astucieux de mettre les résumés des épisodes précédents dans un animé, en fait. Ah oui, bah, le gain de temps et tout, c'est très important. Je sais pas dans quelle série tu vois beaucoup. Enfin, tu vois ça, je pense que c'est plus dans les shonen, genre dans Dragon Ball, Oh, je dans. pense que c'était très typé années 80-90, ce type de résumé comme ça. Enfin, bien sûr, ça existe encore, même à travers Détective Conan, quand c'est sur plusieurs parties une enquête, je pense qu'il doit encore y avoir ça. Mais c'est vrai que ça se faisait un peu partout, quoi, ouais. Mais tu vois, par exemple, dans Sailor Moon, tu l'as pas ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, comme c'est le côté épisodique, donc du coup, Ouais, tu c'est l'as pas. ça. En fait, c'est plus une série qui se suit au long des Ouais, épisodes, je pense. ouais. Macross, t'avais déjà ça aussi, mais c'était. Ouais, c'était. Macross, c'était différent. C'était un peu le Lost avant l'heure dans certains résumés parce que ils te résumaient. Ils allaient te résumer des trucs qui allaient interagir sur l'épisode présent. Et donc pas nécessairement sur l'épisode précédent, quoi. Donc c'était assez astucieux, Macross, dans mes souvenirs, ouais. Mais c'est vrai Ouais, que dans les séries, on va dire que où tu as des résumés, tu as bien sûr Dragon Ball, bien sûr. ZGT, etc. Tu as bien sûr Senseiya, tu as Dai aussi. D'ailleurs, justement, j'allais y venir, mais j'avais beaucoup d'amis qui étaient très, très, très marqués par le thème de résumé. Et moi aussi, ça a toujours été mon thème de résumé préféré, d'ailleurs, celui de Dai. Moi, j'aime bien le thème, enfin, en parlant de l'ancienne série, hein, le thème que tu as qui est tiré des jeux, tu sais, au début du générique, qui t'annonce, bah, tu sais, l'opening en fait, De quel jeu tu parles, pardon? bah, du jeu Dragon Quest. Ah, tu parles de Dragon Quest, pardon. Ouais. Oui, tin. Ouais, il est trop bien ce thème. Ouais. Je me demande s'ils vont le suivre dans le prochain maintenant que, eh oui, Sugiyama est décédé. Enfin bref, voilà ce petit aparté sur les résumés. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup en tout cas le thème de résumé de cet arc-là, enfin de cette partie de Dragon Ball Z. C'est ça. Et puis donc nous avions les musiques, donc nous avons ce nouveau personnage féminin que moi personnellement j'adore évidemment, à savoir Videl, la fille de Mister Satan. Alors effectivement Mister Satan qui lui est devenu le champion du monde, qui est devenu le sauveur de la Terre, et donc on découvre donc sa fille, et ainsi que quelques personnes qu'elle côtoie à l'école, notamment, comment elle s'appelle? Erizawa? Ah, j'arrive jamais avec son nom, elle. Erasa. Eraza notamment, voilà. Et, Et Schaffner aussi. Schaffner qui lui fait un petit peu le côté frimeur et compagnie, quoi. Mais voilà, donc voilà, donc les nouveaux personnages sont là. Et donc on nous présente donc Videl, la fille de Mister Satan. Et là, c'est un choc pour nous tous. Et il y a aussi le personnage préféré de Trevax aussi,
dans le film Tapion, qui a un regard un peu dans le vide. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quel personnage? Tapion? Ouais, non, dans Tapion, tu sais, au début, quand ils sont à l'école, là, t'as un personnage tout à droite, là, Ouais. enfin tout à gauche même, dans l'écran, qui a un regard dans le vide, tu te demandes à quoi il pense, tu vois. Ah, d'accord. Et c'est un des personnages préférés de ce cher Trevax. Ah bon? Oui, oui. Faut que je revoie le film, ça fait bien longtemps là. Oui. Ah ouais, j'avoue que j'ai un peu oublié là. Et Vidal, toi, qu'est-ce que t'en avais pensé de ce personnage à l'époque? Alors, moi, j'étais pas spécialement fan de Videl, parce que j'ai pas trouvé qu'elle apportait quelque chose. Justement, t'avais vraiment envie de lui dire la vérité sur son père, etc. Tu vois, il y avait toute cette frustration, comme on disait à l'époque, de la réussite de Mister Satan, de l'effacement des guerriers, etc. Donc t'as un Gohan qui est fort, mais qui peut pas montrer sa force, et toi t'attends qu'une seule chose, c'est qu'il montre à tout le monde que c'est pas n'importe qui, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'était très énervant. Nous, à l'époque, enfin moi, quand je regardais la série animée à l'époque, et puis après, quand j'ai découvert le manga, c'était peut-être moins le cas, mais c'est vrai que c'était très énervant le côté Mister Satan, Mister Satan. Toi, t'avais qu'une chose envie de dire, effectivement, à tous les personnages. Et Yamcha le dit avant que le tournoi ne débute. Effectivement, s'il savait la vérité, et c'est vrai que le rapport entre Mister Satan que j'aime entre le manga et l'anime est très différent. Dans l'anime, c'est vrai que qu'est-ce qui m'énervait le personnage, c'était trop lourd, c'était trop. Et du coup, fatalement, oui, ça m'énervait. Mais du coup, sa fille, on avait beaucoup de jugeotes, donc oui, on ne fait que mieux l'apprécier. C'est ça. Et puis a fait rapidement le rapprochement entre Gohan et Son Goku, le champion précédent du Tenkaichi Budokai, a fait le rapprochement assez tôt, et justement quand elle découvre l'identité de Grid Saiyaman, Ah oui. elle lui dit que ça serait intéressant de voir le fils du champion précédent contre la fille du champion actuel, quoi. Exactement, il y avait cette promesse évidemment qui ne se pourra jamais être tenue parce que voilà, le tournoi il va faire qu'il va y avoir plein d'autres personnages. Alors c'est très intéressant cette idée parce que on pourrait se demander si c'est pas le vestige d'une idée qui n'aurait pas pu avoir lieu ou effectivement, et si le tournoi, bah tu n'aurais pas eu Sangoku, Vegeta et tous les autres. Si tu n'avais pas eu le retour des anciens, qu'est-ce qui serait passé au final? Peut-être que c'était le plan qui était prévu à la base, je ne sais pas. Aucune idée. Déjà, on se demande qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu Spopovich et Yamu, tu vois. Oui, c'est vrai ça. Même si on avait fait un podcast sur les Tenkaichi Budokai, et c'est vrai que quand on y réfléchissait bien, quelques matchs avaient eu lieu finalement. Le seul combat qui n'avait pas eu lieu, c'était celui de Joel versus Yam, mais sinon, tous les autres avaient quasiment eu lieu, quoi. Donc, en tout cas, l'auteur, d'une manière ou d'une autre, il avait essayé de répondre à ça, quoi. Oui. Eh oui, tout à fait. Et donc nous avons donc Videl qui est une combattante hors pair, donc le manga nous le précise très bien, à partir d'un moment assez bizarre. C'est-à-dire que dans le manga, donc nous avons donc deux redoutables bandits là auxquels Videl va justement se batailler contre eux, donc elle les rattrape et tout, donc c'est très bien. Et elle a un excellent niveau, et puis elle est beaucoup plus forte que. On nous fait bien comprendre qu'elle est très très forte. Et Shatner lui dit fièrement qu'elle est aussi forte que Mister Satan, donc Gohan est en droit de s'inquiéter en fait, parce que bon, pour lui, Mister Satan, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fin de compte, bah, ce passage, il n'a jamais été adapté dans Dragon Ball Z. Il n'a jamais été adapté. C'est-à-dire que tu as un colosse qui ressemble un peu à Nappa avec un monocle et tout, très bien. Mais l'animé, pour une raison assez curieuse, on ne sait pas, eh bien non, niet, ça ne sera pas adapté. Donc c'est un des plus grands changements entre guillemets de Dragon Ball Z, donc du coup tout le déroulement se fait autrement. Et à ce moment-là, on peut jauger effectivement que Videl est extrêmement forte pour une terrienne ordinaire. Et ce qui est très important, ça, parce que ça va permettre de jauger par rapport à son prochain combat qui sera contre Spopovich. Et là, tu peux jauger, tu peux te dire, ah oui, le mec est vraiment extraordinaire pour être comme ça face à Videl, quoi. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Merci. Non, mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que
On va revenir quand même sur tout le côté Grid Saiyaman, parce qu'on a quand même fait une petite ellipse là, on est quand même Bien avancé sûr. assez rapidement. Mhm. Donc, qu'est-ce qui se passe au début de cette nouvelle génération concrètement? Donc Gohan va au lycée, il rencontre Videl, donc la fille de Mister Satan. Pour l'anecdote, Videl, c'est un... C'est pas un anagramme, c'est un verlan de Devil Des villes, voilà. qui donne en fait son appartenance à Mister Satan. Exact. Et Mister Satan, on a appris que son prénom c'était Mark, Eh mais, oui. mais ça s'écrit Maku. Et Maku, je crois que ça veut dire démon en japonais ou quelque chose comme ça. Hmm. Donc Satan le démon et Voilà. Devil sa fille. C'est beau. C'est beau. Voilà. Voilà, et c'est pour ça que nous avons une rivale à Videl, parce qu'à un moment, justement, Gohan se fait un petit peu accaparer par une femme, et cette femme s'appelle Angel, donc Angel Devil. Tu peux pas rêver de meilleures oppositions, on va dire, quoi. C'est Angela. Angela, pardon. C'était dans la VF, je crois, non? Ou Angela aussi dans la VO? Je crois que c'était Angela aussi dans la VO. Ah, c'était aussi Angela dans la VO, autant pour moi, Mais c'est pardon. pareil, hein, ça vient, c'est la même base. Hein. Oui, enfin, ça vient de toute façon de Angel, exactement. Tout à fait, et nous avons aussi la découverte de Sangoten, incroyable, un mini Sangoku qui a été conçu pendant les 10 jours de l'arc de sel. Donc tu peux dire que voilà, on peut présumer que Goku Ishishi, voilà, bon, bref, c'est pas pour les petits enfants, mais en tout cas on a compris l'idée. Ah, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses, et c'est pour ça qu'il n'existe pas dans l'univers de Trunks. Aussi, voilà, c'est ça, c'est tout à fait vrai. Et on va revenir aussi sur ce personnage de Goten, parce que tout à l'heure je parlais des posters que tu trouvais dans les magazines à l'époque. Oh que oui. Et il y avait quand même pas mal de rumeurs sur ce nouveau personnage. Donc déjà on savait que c'était le frère de Gohan. Au début on savait pas forcément c'était quoi son nom. Et bon après au fil des semaines c'est arrivé, on a su qu'il s'appelait Goten. Mais surtout il y avait une rumeur qui venait quand même assez souvent, c'est que Goten était plus fort que son frère. Oui, c'est vrai qu'on l'entendait souvent cette rumeur. Je sais pas de quel magazine de jeux vidéo c'était issu ça. Enfin, ça me parle ça, mais oui, oui, ça me rappelle quelque chose. Donc ça revenait quand même assez souvent. Et bah, au final, au travers du Club Dorothée, en regardant les épisodes, etc., bah, on se rendait compte que c'était pas forcément vrai tout ça. Et bien évidemment, après, on avait les mangas japonais qui arrivaient dans nos librairies de manière plus ou moins obscure, mais tout à fait légale. Mais cela dit, on se demande, ça aurait été la suite logique. Je veux dire, ok, Gohan a dépassé son père, donc pourquoi pas Goten, quoi. C'est vrai que on y a tous cru au début, je pense. Bah oui, surtout parce que tu le voyais en Super Saiyan, etc. Donc tu dis, tiens, il a 7 ans, il peut se transformer en Super Saiyan. Donc tout porte à croire que voilà, il va totalement le dépasser. C'est ça. Et puis au final, le personnage a été entre guillemets abandonné, puisque bah voilà, on sait ce qui va se passer par la suite, quoi. Enfin, abandonné est un bien grand mot, puisqu'après il va y avoir la fusion. Mais individuellement, oui, effectivement, on pouvait peut-être s'attendre à mieux. Après, ce qu'on a oublié enfin, ce qu'on n'a pas dit, c'est que pendant cette année de paix, bah, Gohan ne s'est pas entraîné, et donc il a perdu en niveau. Il a perdu de son niveau, et ça c'était des gros débats de puissance sur les forums à l'époque, avec le Super Saiyan 2, et tout à fait. Donc il peut toujours devenir Super Saiyan 2, Ouais. mais il a perdu de sa superbe. Ouais, c'est ce que nous disent Goku et Vegeta lorsqu'ils se transforment face à Kibito. Exactement. Donc, mais le film 10, lui, bah, il a été conçu un peu pendant la période où ces chapitres étaient prépubliés, mais avant que celui-ci n'arrive. Et du coup, bah, dans le film 10, où il se bat contre Broly, bien qu'il n'ait pas les éclairs qui sont propres au Super Saiyan 2, et bah, effectivement, il est bien en Super Saiyan 2 face à Broly. Donc, et je pense que, à mon avis, il devait avoir son niveau d'antan, puisqu'il n'avait pas cette information. Mais bon. Ce qui en demeure que Broly est encore au-delà d'un Super Saiyan 2, tout du moins dans ce film. Alors dans le film, contre Broly, il se transforme 2 fois, je crois, il me semble. Qui ça, En Broly? Super Saiyan Gohan. Ah bon? Non?
Je sais plus. Non, parce qu'en fait, il est en normal, il est pas transformé, il se transforme quand Broly est sur sa forme ultime. Le légendaire Super Densetsu. Et donc Gohan se transforme à ce moment-là. Ce qui est très intéressant d'ailleurs dans la transformation de Gohan, c'est que les yeux se transforment d'abord et ensuite les cheveux. Et ça, c'est vrai que c'est un effet qu'on regrette beaucoup, je trouve personnellement. Bah ça, on avait surtout ça dans l'épisode où Goku se transforme contre... Enfin, numéro 19 et numéro 20, ouais. Voilà, c'est ça, face au cyborg. Ouais, c'est un super effet de réalisation, c'est exceptionnel ça. Et il me semble que tu l'avais aussi contre Frieza quand il allait partir en l'abandonnant et quand il se retransforme en Super Saiyan. Il me semble que tu l'avais aussi. Je me rappelle plus de ça, mais je veux bien te croire, tout à fait. Parce qu'il avait une transformation par partie, en fait. Tu avais les bras d'abord, les jambes après, ou je sais plus quoi, avec les cheveux ensuite. Et je crois que tu avais un focus sur les yeux, il me semble. Mais je suis pas sûr. Ouais, ce qui aurait été pas idiot non plus, donc ouais, bah à revoir, mais j'avoue que j'ai oublié ce passage. Très bien, et donc on peut également reparler donc de Sangoten qui se transforme assez rapidement, d'accord. D'ailleurs, l'animé nous donne une petite réponse, parce que dans l'animé, on nous apprend que c'est en s'entraînant avec Chi-Chi. Ouais, pourquoi pas. J'avoue que c'est pas la meilleure invention de l'animé là pour cet exemple-là, mais bon, ainsi soit-il. Par contre, on nous dit un truc aussi dans l'animé, c'est que Goten Oui. sait se transformer en Super Saiyan par l'intermédiaire de Trunks. Comment ça? Quand Trunks est dans la salle de gravité et qui se transforme pour la première fois avec Vegeta, il lui dit que Goten est aussi capable de se transformer en Super Saiyan. Oui, il le sait, donc il l'avait déjà vu au préalable, tout à fait, oui. Donc, la scène où Chi-Chi entraîne Goten, elle se passe à quel moment en fait? Bah, elle se passe à un moment antérieur à ça, oui, tout à fait. Enfin, pour moi, ça... Enfin, je sais pas, moi... Mais du coup, non, parce que moi, ce qui me semble bizarre, c'est que... Il me semble que dans l'animé, ils disent que Chi-Chi entraîne Goten parce que Goku revient sur Terre. Je sais plus si c'est ça le truc. Ah non, moi j'avais pas compris ça. Non, j'avais pas compris ça. Non, elle voulait que son fils soit voilà, sache se battre, mais c'était pas, j'ai pas vu comme ça en tout cas. Alors c'était peut-être que dans la VF, alors. Parce qu'il me semble que Chi-Chi dit je veux que tu sois fort quand ton père reviendra. Un truc. Et je crois qu'il a dit un truc comme ça dans la VF. Ah ouais, je veux pas marquer. Puisqu'on parle de l'animé, on peut aussi revenir sur sur cette partie qui est assez pompe vivante. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, quand Videl démasque Gwen, c'est pas du tout pareil parce que là ça se fait à l'école, c'est-à-dire que là ils sont tous les deux à l'école et Videl en fait parvient à faire dire une phrase bien précise à Gwen et là elle comprend, donc ils sont dans les vestiaires, que Gwen et Kretsenman, donc ils ne font qu'un, donc ça d'accord. Et d'ailleurs, on peut aussi dire, Videl est incarné par l'incroyable, punaise, son nom c'est Yuko Minaguchi, qui était une très grande Seiyuu. Bah, les fans de Sailor Moon la connaissent pour c'est laquelle? C'est ma préférée. Sailor Saturn. Non, c'est Mercure ma préférée. Non, je dis n'importe quoi. C'est Sailor Saturn, elle incarnait Sailor Saturn. Et quand justement la voix de Mister Satan était décédée, bah pendant un temps, elle n'avait pas envie de reprendre le rôle de Videl justement. Quand Hidesuke est décédé. Donc du coup, on l'avait pas entendu. Et quand Battle of God est parce qu'il y a deux versions de Battle of God. Il y a la version donc courte, la version cinéma, et il y a la version longue, et qui est devenue la version internationale d'ailleurs. Là, elle est revenue sur le personnage de Videl. Bon, donc, et donc actuellement, elle a repris le personnage, donc ce qui est assez intéressant. Mais oui, excellente voix d'ailleurs sur Videl. Il est bon de le souligner. Et qui fera aussi la voix de Pan dans les derniers épisodes de Z. Oui, parce que Dragon Ball a cette particularité que les enfants ont la même voix que qu'en adulte, en fait. Enfin, comment dire ça? Trunks, il a la même voix en enfant adulte. Goku a la même voix que Goku, Gohan, blablabla. Oui, il y a toujours cette particularité. Et Cold a la même voix que Freezer. Non, pardon, Cold, ça marche pas. Non, Cold, ça marche pas. Mince alors, zut. Bon bah tant pis, mon raisonnement tombe à l'eau. Cold, c'était la voix de... Gori Daisuke d'abord. Gori Daisuke, ouais. Et après il a été remplacé, oui, pour Kai, évidemment.
Mais c'est vrai, attends, ça marche avec la famille de... Ça marche avec Videl et sa fille, ça marche avec Goku. Ouais, mais ça marche pas avec Trunks et Vegeta, évidemment. Ouais, bon, bref, Et tu as une particularité particulière, c'est Kulilin et Yajirobe. Oui, il a la même voix, effectivement. Mais ça, à cause du manga, ouais, tout à fait. Ouais, très particulière cette voix, effectivement. Ouais, non, je pensais qu'il y avait d'autres exemples, mais non, pas du tout. Non, absolument pas. Qui c'est qui a un... Attends, la fille de Kurin. Qui fait la voix? Non, c'est un autre OCU. C'est pas la voix de numéro 18. Non, bah ça marche pas. Ok, tant pis. On était sur un grand coup, mais non, pas du tout. Quoi qu'il en soit, oui, donc voilà, donc grande CU en tous les cas. Alors, par contre, dans le manga, quand Gohan est découvert, après ils rentrent ensemble, je crois, dans l'hélicoptère de Videl. Oui, dans le manga, tout à fait, oui. Ouais, dans le manga, c'est ça. Tout à fait, parce que dans l'autre épisode, l'épisode 204, ce n'est pas le cas. Dans l'animé, il se fait découvrir... C'est-à-dire qu'en fait, c'est un malfrat qui ressemble un peu au gars qui... un antagoniste du Cell Game qui avait engagé Tao Pai Pai, là, mais qui faisait face à Goku, pas à Gohan, je précise. Et donc c'était un peu ce même modèle de personnage qui revenait donc face à Great Sandman. Et il y avait également des dinosaures. Il y avait des dinosaures qui s'étaient échappés. Donc t'avais ça, t'avais une sorte de bandit, donc très bien. Et ensuite t'avais Gohan qui retourne à l'école, donc fier de lui. Et là, Videl lui pose la question et c'est le drame. C'est ça, ils avaient fait toute une histoire avec les dinosaures qui sont les amis de Gohan. De Goten. Et de Goten qui viennent du mont Paozu. Qui étaient enfermés dans un cirque, apparemment. C'est ça. Et ce cirque les maltraitait, les salauds. Et du coup, effectivement, ils n'étaient pas spécialement contents. Gohan n'était pas spécialement content. Donc, bon, bah écoute, Gohan essayait de les sauver, de les ramener dans la nature. Et voilà. Et Gohan a une blessure aussi. Oui, il avait une blessure. Balafre. Exactement. Et là, on est en train de faire le commentaire audio de l'épisode 204. Et oui. Mais voilà, en tout cas, dans l'idée, donc c'était très différent. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui a pu motiver la Toei Animation de faire un scénario aussi différent. Donc, c'est un mystère, on ne sait pas. Bah, il y a peut-être un scénario. Enfin, tu sais, ça vient peut-être du scénariste de l'animé qui voulait peut-être rallonger un petit peu la série, le temps que le manga avance ou quelque chose comme ça, je sais pas. Et du coup, ils ont dit tiens, on va changer ça. Sûrement ça, je pense. Alors, je vais regarder qui est le scénariste et surtout qui est le réalisateur. Alors, le scénariste, c'est Tashiro Imamura, le réalisateur, directeur technique Kazuhiko. Ah, c'est Kazuhito Kikuchi. Oh, punaise. Eh ben, dis donc, le réalisateur de Saint Seiya, la partie Asgard et Poséidon, pour les fans de Saint Seiya qui nous écoutent. Ah, c'est lui qui a réalisé l'épisode. Pourtant, il n'est pas coutumier. Ça aurait été Shigehatsu Yamauchi, j'aurais dit, tiens, lui, il est coutumier, effectivement, de prendre des décisions qui vont à l'encontre du manga ou Vegeta versus Zabon. Bah voilà, Zabon ne précise jamais que Freezer se transforme, ou il avait fait pas mal de changements assez importants. Mais là, ouais, je suis étonné. Bon, bah écoute, je ne vois pas ce qui pourrait traduire ce changement. Mais en tout cas, c'était important de le souligner, oui. Et donc, nous avons d'autres choses. Donc, on a parlé rapidement du costume de Great Sandman. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai une préférence, évidemment, avec le casque et non avec le bandana. Je trouverais ça ridicule. Enfin, j'ai toujours eu la même réaction que Trunks, à vrai dire, avec le bandana. Ça n'a jamais été ma cam. Exactement pareil. Moi, j'ai toujours préféré la version casque. Et c'est justement la version que tu trouvais dans Ultimate Battle 22 en jouable, donc j'étais ravi. Ah oui, évidemment. Et c'est vrai que j'étais assez déçu des fois dans les jeux vidéo quand tu avais la version bandana et pas la version casque. Enfin, je sais pas si c'est apparu dans les Sparking, je crois qu'il y avait les deux. Il me semblait qu'il y avait les deux. Oui, il me semble que tu avais les deux, mais je me rappelle plus. Mais par contre, il y avait un truc que j'adorais, moi, c'était quand tu avais le Gohan, mais quand il est dans le vaisseau de Babidi, à savoir, voilà, avec la tunique verte, sans bandana, sans rien, et en Super Saiyan. Ah, punaise, je le trouvais tellement classe comme ça aussi. En noir, peut-être un peu moins, bon, c'était un peu trop simple, mais non, ça rendait vachement bien, quoi. Et puis, pardon, vas-y. Le fameux Gohan de DBZ Legend. DBZ Legend. Sur Saturne. Ah oui, c'est vrai, il était... Ah oui, il était dedans. Hein. Attends, non, il était dedans, d'accord, mais il était quoi? Il était tout en noir ou il était avec la tenue Great Sandman? Il était sans casque, sans cap. Ah oui, c'est ça. Avec le truc vert, là. Oui, comme il se bat contre Dabra, enfin, du moins la première partie. Ok, voilà. Ok, très bien.
Eh ben, écoutez, voilà là-dessus. Et puis on peut aussi revenir sur un épisode parce qui était le suivant, ce qui était donc l'épisode 205 de Dragon Ball Z où on revenait sur je vais y arriver. Un tournage au cinéma et sur tournage, eh bien, il y avait une particularité sur cet épisode, c'est que aussi bien sur le tournage que juste avant, où tu pouvais voir Gohan décoller, et ben, tu avais pas mal de sosies de personnages déjà vus. Par exemple, on pouvait revoir dans l'épisode 205 le fameux fermier qui se fait tuer par Raditz. Alors, le fermier aujourd'hui, par les fans de Dragon Ball, c'est devenu une sorte de mème, quoi, parce que c'est. Je veux dire, ce personnage est devenu emblématique. On ne sait comment, mais il est devenu emblématique. Bah, moi, c'est pas forcément un personnage qui m'a marqué, le fermier. Oh, on a toujours eu de la peine pour lui, parce que c'est vrai que ça faisait très Superman, le fermier et tout, qui trouve une météorite ou un ovni, un extraterrestre, puis au final, bon, bah, lui, il se fait dégommer, quoi, par contre. Bah, d'ailleurs, en plus, il pense qu'il va devenir millionnaire ou quelque chose comme ça Ouais, donc c'est en vraiment ramassant une météorite, tu vois. ouais, donc c'est vraiment tout le contraire des Kent dans Superman, quoi. Et puis évidemment, tu as donc le fameux tournage de film, et là tu as le parfait sosie du Général Red et du Colonel Black. Et la manière dont gueule le réalisateur, c'est totalement le Général Red. Et tu as même un personnage qui travaillait avec eux, qui a une casquette, et il ressemble beaucoup à un personnage que je crois a tué Vegeta face à numéro 18, là, qui était dans le camion. Enfin bon, voilà, t'as des petits caméos en tout cas. C'est possible. Est-ce qu'il y avait, par exemple, le colonel Violet ou... Alors non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, et d'autres membres de l'armée du ruban rouge, du Red Ribbon? Alors moi, je n'en vois pas, je n'en ai pas souvenir. Il me semble qu'il n'y avait que eux. Attends, quoique le sanglier, parce qu'il y avait une poursuite de voiture, et t'avais un gars en sanglier et un gars avec une casquette qui pourrait effectivement rappeler un gars du général de l'armée du ruban rouge. Donc il y a peut-être un clin d'œil aussi sur la poursuite. Alors ça, c'est des vilains que tu vois dans Dragon Ball, mais au moment où Goku enfin, où ils essayent de racketter Goku parce qu'il a de la thune, tu vois. Ah oui, pardon, c'était ça vient de là. Ouais, ça vient de Oui, là, ça. j'ai dit j'ai dit le ruban rouge parce que dans l'animé, effectivement, il se rallie à une fille qui appartient au ruban rouge et effectivement, elle se sert d'eux. Donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Effectivement, tu as raison. Et puis dans cet épisode, c'est le moment de revoir les anciens amis de Goku. Et oui, et ils ont vieilli. Parce que ça fait bizarre, parce qu'avec Dragon Ball Super, le manga où ils ont tous rajeuni, mais c'est vrai que Kuririn, là, on le revoit avec des cheveux, bon sang. Et son t-shirt est orange, et il va devenir rouge par la suite, quoi. Oui, et puis tu revois numéro 18, La caméose. Et tu apprends qu'ils ont une fille. Ouais. Et donc, oui, elle, numéro 18, pouvait avoir un enfant, ce qui est assez. Ce qui avait surpris tout le monde à l'époque d'ailleurs. Alors je crois que dans le manga, en plus, on nous dit que c'est Bulma qui l'a aidé. Hein. Oui, je crois qu'il y avait eu une histoire comme ça par rapport à Bulma, mais c'est vrai que c'était assez. C'était assez dingue. Et au final, la fille de Kuririn, on la verra pas beaucoup en fait. Et même aujourd'hui, on la voit pas. Même dans Dragon Ball Super, je veux dire, on la voit peu quoi en fait. Et d'ailleurs, c'est un personnage qui est assez particulier parce que enfant, elle a pas de nez, Ouais. et en grandissant, elle a un nez. Je me suis souvent demandé si c'était pas une erreur de Toriyama, ça, vers la fin, de lui avoir ajouté un nez, ou si c'était fait de manière volontaire. C'est la puberté, ça te fait pousser un nez. Alors, puisqu'on parle des tailles et des évolutions, on peut parler aussi de Dende, lors de sa première apparition, parce que effectivement, l'anime et le manga, la première apparition de Dende, il est beaucoup plus grand, et puis, quand on va le revoir après la mort de Vegeta, il va rétrécir, et ce qui a toujours été très curieux, parce que quand tu sais que Piccolo, 3 ans après sa naissance, Piccolo, au 23e Takaichi Budokai, tu vois qu'il va grandir à une vitesse monstre. Alors, on pourrait se dire, parce que c'est un clone, une sorte de sosie de Piccolo Daimao, on ne sait pas. Ou alors, il y avait une théorie de la part de fans japonais qui disait que les Namek de type guerrier grandissaient beaucoup plus vite que les Namek de type du clan Mazoku, pas Mazoku, du clan des dragons, pardon. Voilà. Bon, nous avons perdu Dr. Eshi, donc je vais me plaire. Et par le biais de ça, donc, nous avons Gohan qui nous indique que Bulma en parlera effectivement à Yamcha, et nous avons ce dialogue aussi important qui nous dit que, écoutez,
Tenshinhan il ne sait pas où est Tenshinhan. Donc voilà. De toute façon, on avait eu des adieux de Tenshinhan, donc le personnage a priori n'était pas supposé réapparaître. C'est ça, oui, il avait fait ses adieux juste à la fin du Cell Game. Exactement. Donc c'était une sorte de cadeau finalement, ce qu'on le voyait à la fin dans le tome 41. Et moi ce que j'ai toujours voulu dans le tome 41, c'est pas de revoir Tenshinhan, mais de revoir Trunks du futur. Ah, toi tu voulais revoir Trunks du futur. Bah en fait, tu vois le plan que tu as sur les mains, c'est pas un plan de Kiko en fait, c'est un plan différent. Et enfin, je sais pas que je m'attendais, mais je me suis dit, c'est tellement bête, ils auraient dû mettre Trunks à la place, tu vois. Ah ouais? Non. Ouais. Parce que c'est un personnage, tu t'y attends absolument pas à ce qu'il soit là. Ah bah oui, Tenshinhan, tu t'y attends pas, je te confirme. Non, mais Trunks, je parle de Trunks du futur, tu t'attends pas à ce qu'il soit là. Ouais, c'est vrai. Et à ce moment-là, ça aurait pu aider justement Goku à fusionner avec les Potara. Ah, il aurait remplacé Pei-Kwan façon le film 12, quoi. Pourquoi pas? Après, Tenshinhan, c'est vrai qu'on le revoyait à des endroits clés où Goku se transformait en Super Saiyan 3, où Majin Buu il lançait ses missiles et tout. Donc ça avait du sens de le revoir. D'ailleurs, petite anecdote, si vous nous écoutez, sachez que le dernier terrien à être encore en état, on va dire, quand la Terre explose, qu'on ne voit pas, c'est Chaozu. Chaozu meurt pendant l'explosion, mais tout le monde s'en fout. Donc dommage. Mais bref, on est parti un petit peu trop loin. Et donc, Trunks du futur, c'était aussi un personnage qui était très populaire pendant le Cell Game, etc. Et donc, quand tu as le petit Trunks, ça marche un peu moins bien, quoi. Ça marche carrément moins bien. C'est vrai que Trunks enfant étant donné qu'ils ont des personnalités très très différentes en plus, quoi. Donc, ce qui est très intelligent, ce qui est très bien, parce que tu vois que Trunks, enfant gâté et tout, évidemment, il va avoir une personnalité très différente. Donc, ça propose un débat assez intéressant en plus. Mais oui, je pense que vous êtes. Et oui. Et voilà quoi. Mais donc c'est vrai que Trunks n'a pas matché. Et c'est peut-être pour ça que dans Butoden 3, tu avais Trunks futur justement en code. Trunks, c'était un personnage très populaire. Ouais, complètement. Et je pense que c'était aussi un personnage très joué dans le 2 et qu'ils ont voulu le mettre là-dedans pour ça, je sais pas. Fameuse balayette. Eh oui. Mais oui, en tout cas. Mais c'est vrai que sur cette partie-là, il y a quelque chose qui marque également, c'est-à-dire que, et je pense que le film 10, ça cristallise un petit peu tout ça, c'est-à-dire que on voyait pas spécialement beaucoup Vegeta, on voyait pas spécialement beaucoup Piccolo, on voyait pas beaucoup, évidemment Goku, j'ai envie de dire fatalement, bien sûr, puisqu'il est mort. Et je pense que ce qu'il y a des plus dans cette partie-là, c'est que les gens voulaient revoir les anciens, ils voulaient pas revoir les nouveaux. Enfin, les nouveaux, si, bien sûr que les nouveaux c'était sympa, mais il y a une sorte d'aveu en se disant, Gohan en héros, ça marche pas. Goten et Trunks, ok, d'accord, on va leur faire un match sympa, mais au final, les gens voulaient revoir Vegeta, les gens voulaient revoir Piccolo. C'est dommage parce que on pourrait se dire, Vegeta ne combat plus, donc c'est fini. Mais au final, on va le faire revenir par la force des choses. Et oui, le problème c'est que c'est très frustrant aussi, même le combat Goten et Trunks, parce qu'en fait c'est le seul combat du tournoi où tu as les transformations, où t'as tout le monde qui vole de partout, etc. Enfin vraiment le combat de la finale. C'est vrai. Et il y a cette sacralisation de Mister Satan qui empêche les gens de voir plus loin que le bout de leur nez. Tu vois, quand, par exemple, tu vois les gens qui arrivent au tournoi pour s'inscrire, etc., qui disent oui, moi je suis un disciple de Satan, etc., vous pouvez pas me battre, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et puis quand tu as des gens complètement random, tu sais pas d'où ils viennent, et puis t'as la punch machine qui se fait défoncer en 2 secondes. Excellent passage. Et direct, les gens ils abandonnent dès qu'ils voient ça. Ce qui avait lu un mème de l'ami Pico des Mayonnaise là sur Twitter qui était excellent d'ailleurs. Où il avait fait un montage avec une musique et tout, c'était juste exceptionnel là sur Twitter ce qu'il avait fait. Mais oui, il y avait plein de choses à dire là-dessus, je suis d'accord.
Donc ouais, il y a toute cette ambiance. C'est un peu comme si des gens sacralisaient, tu sais, un YouTuber qui dit n'importe quoi, et que toi tu arrives derrière, et tu dis mais non, c'est complètement faux ce que dit ton YouTuber. Tu vois, si on devait faire la comparaison avec. Ouais, ça sera plus des haters maintenant. Les gens, ils verraient plus. Ah, Gohan, c'est un hater. Regardez, il connaît rien. Hein, il est jaloux de la popularité de Mister Satan. Voilà ce que diraient les gens maintenant à l'époque. C'est tellement vrai. Mais oui. Pardon, vas-y. Et donc on peut parler de l'entraînement aussi. Le fameux entraînement de Goten et Gohan. Parce que du coup, Gohan a prévenu que Goku revenait sur Terre pour une journée, pour le tournoi, etc. Donc il va prévenir tout le monde pour que voilà, c'est le rappel des troupes, etc. Justement, l'épisode français s'appelle le rappel des troupes. Et donc tout le monde s'entraîne, mais Vegeta est motivé, Piccolo est motivé. Tu te sens, tu sais qu'il va se passer quelque chose d'intéressant, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est une hype. Et c'est vrai que tout le monde attendait donc du coup le tournoi qui clôture un peu cette partie avec Great Saiyaman parce que Toriyama a toujours dit en interview avec Gohan en tant que héros, il a essayé mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Il fallait revenir Goku. Et c'est pour ça que quand on y réfléchit bien avec le générique là de le nouvel opening de Dragon Ball Z, c'est pour ça qu'il y a autant ce malentendu entre parce que on va pas se cacher longtemps, mais Goku, Vegeta redeviennent un peu, entre guillemets, peut-être les héros vers la fin, mais Goku principalement, j'ai envie de dire, surtout Goku. Et pourtant, dans le générique, c'est pas lui qui est mis en vedette, et le générique ne va pas évoluer, ils vont pas le rechanger ou quoi que ce soit. Non, non, ils vont garder ce générique pendant toute cette arc, toute cette période. Et pourtant, quand tu vois cet opening, tu te dis, c'est impossible de penser autre chose que Gohan n'est pas le héros désormais. Et pourtant, non, du coup, ce malentendu avec cet opening s'explique à travers ça. Gohan devait être le héros, mais on va revenir en arrière. Est-ce que Toriyama a eu, comme Torishima faisait à l'époque, des ordres de changement au niveau de ses idées Je sais pas. Mais pour moi, cette partie de Great Sandman, c'est un peu l'équivalent d'avec numéro 19 et numéro 20. C'est-à-dire, parce que c'est-à-dire que numéro 19, numéro 20, Toriyama, il avait beau les aimer, ok, d'accord, très bien, mais le public, c'est pas ce qu'il voulait voir. Et je pense que c'est un peu l'équivalent, en fait, là, cette partie Great Sandman. C'est-à-dire que, ok, c'était sympa, mais avec ça marchait pas du tout. Ça marchait pas du tout, et du coup, il l'a recréé de toutes pièces, donc un nouvel arc. Et bon, là, pour le coup, le nouvel arc, il allait un petit peu en mode ascenseur, donc il est plutôt bien retombé sur ses pattes, alors que numéro 19 et numéro 20, ouais, on sent très clairement que ces personnages ont été vite désavoués, quoi, en fait. La manière dont ils sont tournés en ridicule. Donc, il y a l'entraînement, comme on disait. Pardon, oui, excuse-moi, pardon. Donc, l'entraînement, allez-y. L'entraînement, donc, Videl qui s'entraîne à voler, justement, avec Gohan. Et d'ailleurs, on nous apprend comment fonctionne le Bukujutsu. Tout à fait, première fois qu'on entend parler. Au travers du manga et d'un épisode dédié, justement. Et à la suite de ça aussi, Videl va changer de look. Suite à une réflexion de Gohan. Et elle est bien mieux ainsi. Si tu veux. Ah non, tu trouvais pas? Aucune préférence. Vous faites partie des hommes qui pensaient que si une femme a les cheveux courts, elle est lesbienne, ou comment ça se passe? Moi, je m'en fous complètement, en fait. Non, je dis ça en rigolant, mais j'ai vraiment vu des gens penser ça comme ça, raisonner comme ça. Ouais, je trouve ça... ça m'a surpris. Bref. Oui, effectivement, donc Fidèle a les cheveux courts, elle est bien mieux. Alors, soi-disant, c'est pour éviter qu'elle se fasse tirer les cheveux. Ouais, c'est vrai. Ah là là. Mais c'est vrai que la scène, à la base, c'était un gag, mais c'est vrai que c'était assez drôle. Alors peut-être que Toriyama n'était pas satisfait du look de Videl et voulait le changer par la suite ou quoi que ce soit. Enfin... C'est difficile à dire parce que c'est vrai qu'avec Bulma, il a tellement changé de look Bulma par exemple que oui, c'est difficile à dire si c'est ça ou si c'est parce que soit un coup de tête il avait envie, quoi. Ou parce que tout simplement les cheveux c'était chiant à dessiner pendant les scènes de combat. Enfin, je sais pas ce qui a motivé ça. Mais de toute façon, on voit plusieurs étapes d'évolution de Videl. On a le personnage avec les cheveux longs qui est justicière. Ouais. On a le personnage qui, à partir du moment où elle a les cheveux coupés, elle est consciente que Gohan est plus forte que son père. Bien sûr.
Et à partir du moment où elle change de tenue dans le tournoi, en fait, eh bien, elle n'est plus combattante, elle n'est plus justicière, elle n'est plus rien du tout. Ouais, elle a un peu remplacé Yamcha dans le tournoi, j'ai toujours trouvé. En plus, la pose ressemblait, tu me le disais la dernière fois. Ouais. J'ai dit ça la dernière fois? Ouais, parce que oui, cher ami auditeur, ce podcast, on l'aurait refait parce que on a le fichier MP3 a eu un petit souci. Pardon. Mais oui, c'est vrai qu'il y avait une pose de Vidal qui pouvait ressembler un petit peu à la fameuse pose de Yamcha en fait, face au Saibaman. Enfin bon, voilà. Très bien. Très bien. Et sur cette bonne parole, on peut aussi parler de l'entraînement de Trunks. Non, pardon, non, bah on peut peut-être rester sur Goten aussi, par rapport au fait qu'il sache se transformer en Super Saiyan, mais qu'il ne sache pas voler. Et oui, alors ça c'est quand même amusant parce que il a été s'abuser avec Trunks. Donc Trunks, il doit habiter à des centaines et des centaines de kilomètres du Mont Paozu, tu vois. Ouais. Et on se demande comment ils sont retrouvés. Et le truc, c'est que Goten, il ne sait pas voler. Donc ils s'amusent tous les deux, et il y en a un qui sait voler, donc l'autre il sait que l'autre sait voler, et l'autre il sait que l'autre sait pas voler. Et à aucun moment, il y en a un qui dit tiens, tu vas m'apprendre à voler, ou Ouais, ça. il n'y a aucun échange entre les deux, quoi. Ouais, parce que c'est une sorte de compétition entre les deux, donc si l'un peut avoir l'avantage sur l'autre, à mon avis, ça doit s'expliquer peut-être comme ça, quoi. Peut-être. Non, à mon avis, c'est juste un gag pour dire. C'est aussi un gag. Voilà, Goten, il est déjà Super Saiyan, mais bon, il a déjà la voiture, mais il sait pas conduire, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est assez dingue. C'est assez dingue. Quant à Trunks, bah, effectivement, on a cette fameuse phrase de Vegeta où c'est les seuls de chez les Super Saiyan, parce que là, tu vois deux enfants arriver et savent déjà se transformer en Super Saiyan. C'est waouh! C'est vrai qu'au niveau level up, c'est assez dingue. Quand tu vois Gohan, combien de temps il a mis pour se transformer dans la salle du temps, enfin, c'est. C'est ça. Alors, est-ce que à travers Goten, il y aurait pas eu une volonté de remplacer Goku et de faire de Goten un personnage amusant, divertissant, etc. Un peu comme l'était Goku au début de Dragon Ball. Ah, c'est vrai que ça pourrait y ressembler. C'est vrai que cette analyse est intéressante parce que est-ce que à travers Goten, Goku était supposé ne pas revenir, mais si involontairement par l'intermédiaire de Goten qui lui ressemblait beaucoup? Parce que c'est vrai que quand on pense au scénario de Goku Junior dans Dragon Ball GT, est-ce que c'est pas des prémices de ce qui aurait pu se passer avec Goten? Est-ce que c'est peut-être pas ça, c'était pas ça l'idée avec Goten justement, d'une histoire amusante un peu à l'ancienne dans Dragon Ball? Parce qu'on peut aussi soutenir que Trunks et Goten, c'était aussi une volonté de faire revenir deux nouveaux fans beaucoup plus jeunes et qui n'avaient pas nécessairement suivi les débuts de Dragon Ball, les débuts de Goku. Donc on peut aussi bien se dire ça. Va savoir. Ouais, bon écoutez, voilà, on ne saura jamais. Va savoir. Mais oui, en tout cas, la question mérite d'être posée. Mais c'est vrai que quand les films 10 et 11 sont arrivés, on sentait vraiment qu'il y avait en tout cas, une volonté de la part de la Toei Animation de jouer avec ces personnages et surtout un petit peu de rajeunir peut-être la cible visée, quoi. Parce que l'ancienne cible avait grandi entre-temps. Ouais. Alors, puisque tu parles des films 10 et 11, Oui. dans le film 11, il se passe quelque chose dans le générique de fin. Ah oui, nous avons droit à des flashbacks, il me semble. Une petite révélation de ce qui se passe dans les fameux 7 ans de paix. Ah oui, nous pouvons voir Gohan et Goten. Et donc, on peut voir quelques vestiges de la vie en temps de paix pendant ces 7 ans. Et moi ce qui m'aurait toujours intéressé, c'était de savoir qu'est-ce qui s'était passé pendant ces 7 ans. Eh oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres ennemis qui sont inconnus au bataillon? Qu'est-ce qui s'est passé pendant 7 ans dans l'au-delà avec Goku? Donc on a quelques réponses, notamment avec les métamoles, etc. On sait que Goku est devenu Super Saiyan 3, etc. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas, par exemple, s'il y a eu un autre tournoi. On ne sait pas s'il a rencontré Sangohan. On sait pas. Alors, il y a eu un autre tournoi par contre, ça c'est dit dans le manga. Il y a eu un autre tournoi où c'est Mister Satan qui l'a gagné d'ailleurs. Non, mais dans l'au-delà. Ah, pardon, dans l'au-delà. Ah oui, dans l'au-delà. Pardon, D'ailleurs, dans le manga, il n'y a pas de tournoi du tout. Dans le tournoi, il n'y a pas. Attends, tu peux la refaire?
Dans le manga, il n'y a pas de tournoi de l'au-delà. Oui, d'accord, oui, pardon. Voilà, tu vois. Ok, très bien. Donc c'est bien quelque chose qui fait partie de l'animé. Mais l'animé apporte beaucoup justement dans ces épisodes où tu as Goku contre Pikkon, etc. Parce qu'en fait, il y avait quand même une certaine frustration que Gohan affronte Cell et non Goku, tu vois. Donc on avait envie de voir du Goku se battre avec tout ce qu'il a fait pendant son entraînement, etc. D'accord. Et donc, quelle était ma question? Est-ce qu'il y aurait eu des tranches de vie que tu as dans ces 7 ans qu'on aurait souhaité voir, par exemple le mariage de Kulilin, des trucs comme ça, tu vois? Ouais, c'est vrai que je suis d'accord. Je suis d'accord que ça aurait pu être assez intéressant, mais après, l'auteur a toujours dit que voilà, il était un petit peu pudique vis-à-vis de ça, qu'il n'aimait pas trop parler de ça. Mais j'aurais bien aimé, moi, des fois, des films, parce que là, on fait toujours des films qui suivent l'actualité, mais j'aurais bien aimé des films rétro, entre guillemets, qui se passent sur ces coupures-là, pour revoir des personnages autant d'une certaine époque, ou voilà, moi, un film qui se passe entre avant Raditz et après le tournoi, bon, avec la team d'époque, moi j'aurais grave kiffé, par exemple. Ah, pendant les 4 ans, là, ou 5 ans? Oui, les 5 ans, oui, tout à fait. Ouais, non, il y a des trucs comme ça, tu vois, je me dis: «Ah tiens», mais bon, je pense que voilà, commercialement, ça serait peut-être pas le top, surtout s'il y a pas Vegeta, quoi. Et d'ailleurs, Vegeta qui a changé un petit peu là, qui a un petit peu changé de look et ça y est, il a plus d'armure, par exemple. Ce qui est un peu une sorte de quand tu vois Vegeta la 1re fois, il est super protégé. Après, sur Namek un peu moins. Après, il a pas d'épaulettes. Après, voilà. Après, bon, là, ça s'explique à travers le tournoi. Dans le tournoi, bon, bah, tu pas supposé avoir d'armure, mais ça fait partie du personnage, en fin de compte. C'est ça, bah, c'est le personnage qui évolue, pareil avec son look aussi, on l'avait vu, donc comme tu disais avec ses armures qui changeaient, sur Namek, et cetera. Et donc ouais, Vegeta, oui, c'est un personnage qui va quand même évoluer au cours de cet arc. Mmh. D'une part, parce qu'il se rend compte que malgré tout l'entraînement qu'il a fait pendant 7 ans, bah, il reste toujours inférieur à Goku. Mmh. Et que par l'intermédiaire de Spopovich, il va trouver un moyen de rattraper ce retard. Par la Oui, suite. c'est vrai, et effectivement. Effectivement, parce qu'il a compris que le cap de niveau entre Spopovic et ce qu'ils étaient avant était de dingue. Enfin, le multiplicateur de puissance de Babidi était dingue, donc du coup, bah, il s'est servi de ça, quoi. C'était plutôt bien joué, effectivement. Et donc là, Vegeta change de look. Alors, c'est vrai que Dragon Ball Super anéantit un petit peu ce travail-là, parce que c'est vrai que le voir sans armure, bah voilà quoi. Et effectivement, ça faisait partie un peu du personnage de se renouveler, enfin de se renouveler, d'être de plus en plus terrien, si je puis dire, quoi. Et c'est vrai que dans Dragon Ball Super, bah, étant donné que, comme on l'avait dit une autre fois, a priori, avec l'armure, bah, c'est sa version la plus populaire, je pense. Bah, c'est ça, c'est la version populaire. Tu l'as vu beaucoup avec ce. Enfin, en fait, c'est la tenue qui montre le plus d'évolution au travers de Vegeta, parce que c'est Ah ce que oui. tu avais. C'est la tenue qu'il avait quand il est devenu Super Saiyan, c'est la tenue qu'il avait contre Cell quand il est devenu Super Vegeta, c'est la tenue qu'il avait quand il s'est battu contre Perfect Cell et que son fils Trunks est décédé, qui s'est battu pour venger son fils quelque part. Donc il y a une évolution à la fois au niveau de la force, mais au niveau de son mental et de sa façon de penser. Donc c'est une tenue qui est très importante. Mm. Et c'est aussi une tenue Saiyan. C'est vrai. Donc qui représente bien le personnage. Ouais, non, non, je suis totalement d'accord. Tenue très très importante du personnage. Donc voilà, donc Dragon Ball Super a un peu créé une sorte de cassure, mais bon, voilà, en tout cas, moi je me rappelle que quand le film Broly était sorti, ça me faisait un bien fou, entre guillemets, de le voir au début sans son armure, parce que ouf, enfin, il peut combattre sans. Est-ce du possible? Bah après, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre comme tenue pour Vegeta prochainement? Ah, je ne sais pas, torse nu pour les fans. Je
pense que ça ferait... C'est vrai que c'est un personnage que tu vois quasiment jamais torse nu. Ouais, c'est vrai, sauf sous la douche une fois. À la limite, tu le vois pendant son entraînement, pendant les 3 ans avant les cyborgs. Tu le vois limite torse nu quand il demande au Dr. Brief de lui faire une capsule avec un centre de gravité, etc. Ouais, à quelques rares scènes, des fois tu peux le voir torse nu, je suis d'accord avec ça. Mais donc voilà, ça, sa petite évolution. L'évolution sur D&D, on en a parlé vis-à-vis de sa taille tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement on le voit beaucoup plus grand, et le manga aussi, c'est le manga qui a induit en erreur aussi, parce que Toriyama l'avait fait beaucoup plus grand, donc voilà. Donc bon, on en a parlé, je vais passer. Et puis voilà, donc on a l'évolution sur Videl, on a évidemment Gohan qui est un petit peu maladroit, qui n'est pas toujours très astucieux, on va dire, très ingénieux, mais au final, bon, bah, le personnage est dans la lignée des Sons, si je puis dire, quoi. C'est ça. Et on va revenir quand même sur Grid Saiyaman, les origines. Les origines. D'où vient le Grid Saiyaman numéro 1, numéro 2 du film 12, s'il vous plaît, monsieur Dr. Ishii? Oui, c'est ça que je voulais en parler. C'est important. Je le connais par cœur. Oui. Donc dans le film 12, on a Grid Saiyaman numéro 1 et numéro 2. Tout à fait. Comme on le dit. C'est un clin d'œil à une série des années 70-80. Donc il y a eu plusieurs séries d'ailleurs, c'est la série Time Bokan qui a eu des dérivés en Yataman, en Ipadatsuman, un truc comme ça, je sais plus exactement, j'ai pas tous les noms en tête. Yataman c'est assez connu au Japon. Oui. Et donc tu as dans ces animés, tu as un trio de méchants, bizarre, un trio, qu'on appelle les Dorumbo, donc les voleurs. Et qui font face à un duo de justiciers, en fait, de héros. Et donc, les héros s'appellent Ichigo et Nigo. Donc, numéro 1 et numéro 2. Voilà. Et le clin d'œil vient d'ici. Sachant que Yataman, c'est une série, comme je disais, très populaire au Japon. Ça a donné des phrases qui font partie du langage japonais au niveau de la culture. Et vous allez me dire, mais Yataman, jamais entendu parler, je connais pas, c'est quoi ton truc, tu nous sors ça d'où? Ça vient d'où? Eh bien, vous allez peut-être en savoir un peu plus en achetant l'encyclopédie numéro 2. Ah, j'ai pas vu venir d'Animeland. C'est vrai, qu'il sort effectivement bientôt. Ouais. Quoique dans le numéro 1, ça doit déjà y être en fait. Oui, fort logiquement, oui, tout à fait. Oh, c'est vrai, je vais l'acheter le numéro 2. Ouais, le numéro 2, moi je l'attends aussi. T'as pris le cartonné ou le... Ah, j'ai rien pris encore, moi je vais l'acheter en librairie. Ah, mais tu l'as pris en version cartonnée ou tu l'as pris en... Le premier était en souple. Moi j'ai pris en souple aussi, ouais. Ouais, je regrette un peu de l'avoir... Mais ouais, un très bon travail de Bruno Delacruz et de son équipe. Nous avions invité effectivement sur ce podcast d'ailleurs. Et oui. Et donc, donc Time Bokan, donc ça c'est sorti en France. Yataman aussi, c'est sorti en France. Donc on a eu le film live qui est sorti en DVD chez nous il y a peut-être 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans. Donc un film live qui est très fidèle à l'animé et dont on avait justement les 3 seiyuu des Dorumbo qui étaient présents en caméo dans le film. Ils ont une scène particulière dédiée à eux. On a les OAV de Time Bokan qui étaient sortis il y a presque 20 ans maintenant, chez Déclic Images, donc c'était sorti en VHS et DVD. Ça passe bien vite. Et puis ce sont des personnages de Tatsunoko qu'on a pu retrouver dans un jeu vidéo. Ouh oui, Capcom versus Tatsunoko. À moins que ce soit Tatsunoko versus Capcom, pardon. Tatsunoko versus Capcom, c'est ça. Voilà, c'est toujours comme ça. Ah, excellent jeu. Je milite pour un remake. Ouais, mais ça va être un peu dur vu qu'on a un certain seiyuu de Boyaki qui est décédé. Boyaki qui faisait la voix de Kaio aussi. Ah oui. Ah oui, Toji Yanami, oui, tout à fait. Et le Dr. Brief. C'est important que je dise le Dr. Brief, sinon Freza va me taper dessus. Faut pas oublier toujours le Dr. Brief. C'est vrai. Mais oui, c'était un très très grande voix. Puis c'était la voix moi j'adorais.
Ouais. C'est vraiment une voix. Et puis moi, j'ai toujours pensé que Maître Kaio, en fait, c'était le narrateur de Dragon Ball. Il te racontait l'histoire de Goku, C'est vrai. comme si il y avait un personnage qui arrivait sur sa planète Kaio, tu vois, et puis il dit, tiens, oui, je me rappelle de Goku et je vais te raconter son histoire. Tu vois, ça, Comme le jeu sur PC Engine, ouais. j'ai un peu cette vision du narrateur, quoi. C'est vrai que c'est intéressant, surtout la fameuse scène. Bon, pardon, on fait une petite, une petite parenthèse, mais c'est vrai que quand tu avais la scène où Vegeta pleurait parce que voilà, il voyait qu'il ne pouvait pas vaincre Freezer, dans le manga c'était le narrateur, et dans l'animé, bah, c'était Kaio. Mais comme Kaio, bah, la Joji Yanami, c'est également la voix du narrateur et de Kaio, bah, du coup ça faisait sens et c'était très intéressant. Surtout qu'on savait que dans le manga, Kaio voyait ce qui se passait et tout, parce que quelques chapitres plus tard, tu voyais par la Tenchan, Yamcha et Shiaozu que voilà, le combat était serré. Donc il avait qui suivait ce qui se passait. Donc oui, ça c'était un ajout de l'animé très intelligent, je trouvais. Oui, c'était très. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça vachement malin, quoi. Ouais. Ça faisait sens. Je suis bien d'accord avec vous, monsieur, bien d'accord. Bah écoutez, voilà en tout cas sur la partie. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Great Sandman à part ça? Il y avait encore une chose que je voulais dire. Allez-y. Ça va me revenir. Allez-y. Ça va me revenir. Alors, je vais meubler pour l'instant. Alors, effectivement, on vous a dit que, en tout cas, Dragon Ball fonctionnait moins bien avec le Weekly Shonen Jump, mais petite anecdote, par contre, l'un des épisodes a eu la meilleure audience de tout Dragon Ball Z, et ça, vous le savez peut-être pas, mais ça avait été révélé dans l'artbook des 30 ans de Dragon Ball Z, de Dragon Ball tout court, pardon, pas Dragon Ball Z, qu'est-ce que je dis? C'était effectivement l'épisode où Gohan se transformait en Super Saiyan devant, enfin Super Saiyan niveau 2 du coup, face à Kibito. Et cet épisode avait raflé la mise et comme quoi il était très important. Donc c'est vrai qu'on dit souvent que oui, voilà, Gohan, ça n'a pas fonctionné, mais malgré tout, bah, cet épisode montre quand même qu'il y avait une attente sur ce personnage. Et puis c'est là où vous commencez à avoir la tension aussi, j'ai envie de dire. C'était un épisode qui était très attendu parce que tu voulais le retour de Gohan en Super Saiyan 2, mais bon, à l'époque, on savait pas que c'était 2. C'est vrai, ouais. Il n'y avait pas de numéro encore à l'époque. C'était le Super Saiyan avec les éclairs, voilà, c'est ça qu'on voulait. Voilà. On voulait le masterclass, la masterclass, donc on voulait revoir effectivement Gohan. Voilà, donc effectivement, donc l'entraînement de Trunks c'est très intéressant parce que avec son père, parce que là tu vois Vegeta bienveillant, ce que tu n'as peut-être pas non plus l'habitude. Par exemple, il lui indique qu'il va l'emmener au parc d'attractions, je crois. Je sais plus si c'est un parc d'attractions. Chose qu'on verra dans Dragon Ball Super, ce qui sous-entend d'ailleurs que bah en fait il l'a pas emmené tout de suite quoi en fait. Mais bon, c'était très intéressant ces moments de vie hein, et tout. Et moi ce que je remarque tout de suite avec Dragon Ball, c'est que ces moments de paix, ces moments où tu peux voir les personnages entre eux, même s'entraîner, parce que c'est vrai que c'est un moment assez relaxant, le tome 36 de Dragon Ball, et ben ça marche pas des masses. Et c'est vrai que ce film, pour moi, fait beaucoup écho avec Battle of Gold à l'époque, où ce film avait vraiment divisé les fans, c'est-à-dire que les fans japonais, eux, ils avaient trouvé le film plutôt sympathique, puis surtout, il était très drôle, et moi aussi, j'avais trouvé vraiment très drôle, limite, on pouvait remplacer des fois certains personnages par des personnages du Dr. Slump, et c'était du pareil au même, notamment le gag sur les caca, là, avec Pilaf, c'était vraiment typiquement Dr. Slump. Et c'est vrai que quand tu vois le film Broly, tu te dis, alors que le film Broly, tu sens qu'il a vraiment été calibré pour l'international, jusqu'à son titre d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de voir l'évolution qu'a pris la franchise. Bah, c'est surtout que c'est les États-Unis qui est visé hein, en fait. Ah bah complètement. Pour Dragon Ball Super, hein, tout le marketing a été visé là-dessus. On se rappelle aussi que ils avaient fait une séance cinéma avec C'est exactement ce que j'allais dire, c'est magnifique, vas-y. avec la projection de 3 films, enfin 2 films et un TV spécial. Du TV spécial et du film 8, et plus Fusion aussi, je crois. Exactement. Alors à cette époque-là, on ne savait rien du contenu du film Broly. On ne savait pas qu'il y aurait Gogeta. On ne savait pas enfin si, on savait qu'il y aurait Broly, mais et on ne savait pas qu'il y aurait Bardock. Et du coup, ce film, on a été beaucoup analysé en disant ah, ça veut dire qu'ils savent quelque chose. Et s'ils mettent ces 3 films, c'est pour une raison. Et du coup, bah oui, effectivement, le nouveau film Broly était lié à ça.
Voilà en tout cas ce qu'on peut dire en tout cas sur cette petite partie. En tout cas, moi que j'aime bien, que notamment aussi la partie avec le baseball. Ah oui, le baseball c'était vraiment top. C'est vrai que Toriyama aime beaucoup le baseball et on avait vu d'ailleurs dans Dr. Slump là encore une belle partie entre les Américains et les joueurs japonais du coup. Et oui, effectivement, les États-Unis existent dans le monde de Dr. Slump. Bon, je sais pas comment ça se passe après avec Dragon Ball maintenant, mais oui, c'était extrêmement drôle. Bah, d'ailleurs, dans les premiers épisodes de Dragon Ball, tu avais une map monde qui ressemblait à la map monde qu'on a. Oui, qu'on pouvait le voir avec le gang des lapins, tout à fait. Ouais. Ouais. Ouais, on pouvait le voir à ce moment-là, c'est ce qui introduit l'idée que Toriyama n'a pas tout de suite introduit donc le monde de Dragon Ball tel que maintenant on le connaît avec la World Map et compagnie, ça c'est clair et net. Le fameux Dragon World. Le Dragon World, évidemment, que nous voit ultra connu par voilà, les possesseurs de jeux vidéo, évidemment, Budokai 3 et compagnie. Je suis en train de refaire Budokai 3 en ce moment et je prends mon pied. Bref, bah écoutez, moi j'ai pas tant de choses d'autres à indiquer sur Trunks, Goten, Videl. Est-ce que je pense qu'on a tout dit ou vous souhaitez peut-être boucler sur d'autres choses? Eh bien écoutez, voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce podcast et écoutez, nous en tout cas, on est content de vous revoir, de vous retrouver. Et puis bon, bah, on va se dire dans un mois pour un prochain podcast. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Ciao.